séance de présentation sur sécurité, cybersécurité et tout ça. On est un peu pris dans le temps, donc on n'aura pas le temps pour des questions. On a une cadence de déroulement. On devait aborder 3 thèmes principaux. Fait que moi, je vais commencer par présenter notre animateur qui, lui, va procéder avec chacun des panélistes par la suite. Donc, M. Claude Sarrazin, président fondateur de Circo Enquête et Protection, œuvre dans le domaine de la sécurité depuis 1987. Ça ne devait pas être la même sorte de risque dans le temps. Il siège également sur de nombreux conseils d'administration, dont le Centre international de prévention du crime et l'Association professionnelle des enquêteurs privés du Québec. Il possède plus de 25 ans d'expérience au sein d'organisations majeures. M. Sarrazin a notamment participé activement à la modification de certains articles du Code criminel et au développement de réponses adaptées à l'émergence de la cybercriminalité. Devant l'émergence de nouvelles technologies de l'information, M. Sarrazin a su innover, se faire une place parmi les précurseurs en matière de solutions de crimes informatiques et, je dirais, de prévenance. Depuis, il a été intervenu dans de nombreux dossiers à titre d'expert comptable et je vous avoue, pour avoir participé avec eux au panel d'échange au téléphone, que c'est des passionnés de leur sujet. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Bonjour. Merci de me recevoir ici aujourd'hui. Je vais en profiter pendant que le monde a des sourires. Généralement, ça ne dure pas tellement longtemps avec moi. Je vais vous présenter mon panel pour commencer. On a des gens effectivement très passionnés aujourd'hui. Je vais commencer avec Mme Hélène Sanson, qui est directrice de l'encadrement prudentiel des institutions financières pour l'Autorité des marchés financiers, un des facteurs de risque de la présentation de M. Saint-Gelais. En marge de ses fonctions, Mme Sanson est également impliquée à différents niveaux dans différents groupes de travail et comités en lien avec l'évolution de l'industrie des services financiers, dont les problématiques liées aux mégadonnées et aux objets connectés qui sont un volet important du chantier FinTech de l'Autorité, le commerce électronique, la gouvernance, la conduite des affaires et la criminalité financière, ainsi que le cyber-risque. Merci d'être avec nous. J'ai M. Miville Deschênes, président de Mirad Inc. Depuis les 30 dernières années, Miville Deschênes œuvre dans le domaine de la sécurité physique et cybernétique des secteurs publics et privés. Vous l'avez peut-être même déjà vu à la télévision où est-ce qu'il fait du commentaire de façon assez régulière. Après 20 ans de service dans les Forces armées, il est devenu chef mondial de la sûreté pour 2 entreprises de renommée mondiale dans le domaine minier et de l'ingénierie. Depuis avril 2016, M. Deschênes donne un nouvel élan à sa carrière en offrant à sa clientèle des services et solutions de sécurité de niveau supérieur. Et d'ailleurs, il va nous parler de son expérience à titre de responsable de la sécurité interne dans une grande entreprise. Et on a un autre facteur de risque. Patrick Lécuyer, consultant en cybersécurité à son compte, et par la suite a été responsable de la sécurité à la banque Morgan Stanley pour la sécurité infonuagique. Présentement, il est Cloud Customer Engineer chez Google en matière de cybersécurité et également, il enseigne à Polytechnique le certificat en cybersécurité. Fait que donc, ça nous place un peu auprès de nos experts. Fait que ça va être intéressant. On m'a dit, introduction, le sujet de la cybersécurité. Comment qu'on introduit le sujet de la cybersécurité? Parce qu'en réalité, on dit cybersécurité, mais dans les faits, c'est le cybercrime qui nous intéresse. On veut protéger nos données, protéger nos organisations. On veut empêcher qu'il y ait des méfaits commis, qu'on perde de l'argent et ultimement qu'on ait des problèmes réputationnels, qu'on ait des problèmes financiers. Ultimement, ce n'est pas un nouveau problème, là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Victor Lustig? Personne ne connaît ça? OK. Victor Lustig est un individu, un de mes fraudeurs préférés, personnellement. Et il faut comprendre, les fraudeurs, c'est des gens intéressants. Et ce qu'on retrouve présentement en matière de cyberattaque, ce sont des gens intelligents. OK? Ça prend 3 de quotient intellectuel pour prendre un gun et aller faire un dépanneur. Et tu vas repartir avec 22,50 $. Aujourd'hui, le plus récent dossier que j'ai fait en matière de cyberfraude, les suspects étaient suspectés pour 1,3 milliard de dollars de fraude à 13 personnes.
Ils ont réalisé 686 millions de dollars US de profit dans le cadre de leurs opérations criminelles. Victor Lustig, pour sa part, a opéré pendant plusieurs années, il y a longtemps de cela. C'est notamment lui qui a vendu la Tour Eiffel à 2 reprises. OK? Et c'est lui, au début, puis vous allez comprendre l'association, il a écrit un livre d'ailleurs sur la fraude, Victor Lustig, qui est très intéressant à lire, puis pour les gens en criminalité comme moi, ça peut devenir très intéressant. Lui, il avait développé une machine pour faire de l'argent. C'était le début de l'électricité quand il a opéré Victor Lustig. Fait qu'il avait inventé une machine avec un ingénieur. Il faut toujours se méfier des ingénieurs. Et l'ingénieur en question, c'est pas vrai, mais c'est facile. Donc, l'ingénieur en question avait développé cette machine-là et on branchait dans une prise électrique. Et ça, c'était révolutionnaire à l'époque. Ça venait chercher les gens. Il y a plusieurs personnes qui achetaient cette machine-là. La façon de fonctionner était relativement simple. C'est que ça y prenait à peu près 1h45 à 2 heures pour produire un billet de 10 $. Bon, à l'époque, dans les années 20-30, 10 $, c'était quand même pas mal d'argent. Fait que si à chaque 2 heures, tu peux produire 10 $, c'est intéressant. Fait que lui, il mettait à peu près l'équivalent de 150 $ dans la machine. Il la faisait starter. Le client avait sa démonstration. Il payait 3000 $ pour la machine. Ce qui est un prix relativement faible. Le point là-dedans, c'est que c'est la créativité de ces gens-là. Il y a différentes méthodes de fraude qui existent aujourd'hui. Il y a différentes façons d'être dérobé de son avoir, que ce soit vos biens, que ce soit les biens de quelqu'un d'autre, que ce soit les biens de l'entreprise que vous représentez. Et il faut se protéger par rapport à ça parce qu'il y a un élan de créativité de la part des fraudeurs pour pouvoir attaquer les entreprises, les organisations et les individus. Fait que donc, ce qu'on faisait de bien hier ne l'est pas nécessairement demain. Et maintenant, je vais céder la parole à mon invité pour présenter justement des aspects réglementaires du futur. Parce qu'un des éléments sur lesquels je suis d'accord avec M. Saint-Gelais, c'est qu'au point de vue réglementaire et législatif, ça va nécessiter des changements. Pas juste pour imposer des restrictions auprès des entreprises, mais également pour qu'on puisse attraper les criminels. Parce qu'il y a 2 aspects à la criminologie, puis après ça, c'est vrai, j'ai fini, là. Il y a 2 aspects en criminologie, la prévention et la répression. On ne peut pas faire un sans l'autre, sinon c'est totalement inefficace. Les entreprises qui se font attaquer jour après jour et qui ne répondent pas à ces attaques-là vont devenir des victimes tôt ou tard. C'est à vous. Merci bien. Merci au Cercle Finance d'avoir pensé à l'autorité, d'avoir pensé d'inviter le régulateur. Effectivement, je vous le dis tout de suite, les régulateurs, là, on voit des risques partout. Mais on se soigne. On se soigne parce qu'on sait qu'ils sont là, on sait qu'on doit les mitiger, on sait que le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est clair. Donc, évidemment, on a, comme M. Saint-Gelais l'a mentionné, et comme vous l'avez mentionné, la dernière crise a fait en sorte qu'on a réglementé, je dirais presque à outrance, beaucoup, mais correctement par ailleurs, parce qu'on doit jamais se priver de bénéficier, de tirer profit d'une bonne crise. Je pense qu'il y a des leçons à tirer, il y a des corrections de tir à ajuster. Donc, ces crises-là sont importantes. Par contre, la proactivité à laquelle vous faites référence, je pense qu'on est rendu là, et les régulateurs dans le monde sont aussi là, parce qu'on s'est dit, bon, ça va, la crise est derrière nous, on a fait ce qu'on avait à faire, maintenant, on passe à une autre étape, et on voit les risques émergents, et on voit les nouveaux risques, parce qu'on voit tous les risques, encore une fois. Mais maintenant, comment on va réglementer de façon prospective et comment on va être beaucoup plus proactif? C'est vraiment cette dimension-là qui est nouvelle et on voit ce mouvement de fond-là vraiment, je dirais, à travers le monde, là, à travers tous les forums de régulateurs où on se regroupe. C'est vraiment la tendance, c'est vraiment le mouvement de fond. D'avoir une approche beaucoup plus prospective. Évidemment, comme régulateur, on ne peut jamais être devant la vague. Ça peut être dangereux aussi d'être devant la vague, par ailleurs. Mais il faut quand même s'assurer d'avoir, je dirais, de surfer sur la vague, d'être au même niveau et de voir, de s'approcher peut-être du milieu académique, de s'approcher du milieu
terrain, que je dirais, pour voir les mêmes choses, pour être vraiment à la même vitesse que le marché. Donc, dans cette optique-là d'être prospectif, les points que je vais aborder cet après-midi au fil des différents thèmes là, qu'on va couvrir, c'est via l'encadrement qu'on est en train de développer, de mettre en place. Vous avez peut-être vu dernier trimestre 2018, début 2019, où on a lancé un projet de ligne directrice sur la gestion des risques ETI, qui couvre, évidemment, qui inclut, je dirais bien, le cyberrisque, la cybersécurité. Mais ce projet-là vient vraiment préciser les attentes de l'autorité, les attentes du régulateur. On n'entre pas dans la gestion quotidienne, ça va de soi, ce n'est pas notre rôle. Mais il vient préciser, voici les bonnes pratiques au niveau international, par exemple, voici quels sont les cadres. Mais maintenant, au secteur financier, qui est très particulier parce que c'est un secteur qui est basé sur la confiance. Confiance, on s'entend, qui est toujours très fragile. L'autorité a un double chapeau à ce sens-là, donc on va préserver la confiance des consommateurs via notre chapeau de protection du consommateur et via s'assurer qu'il y a une solvabilité aussi des institutions. Donc, c'est ces deux chapeaux-là qui nous amènent à avoir, encore une fois, notre vision beaucoup plus prospective des choses. Et comme je vous le mentionne, c'est via les différents thèmes qu'on va aborder que je vais vous guider un peu plus dans cet encadrement-là qui s'en vient. Excellent, merci. L'Autorité des marchés financiers vise l'aspect de la cybersécurité, si on veut, d'un point de vue réglementaire par rapport aux entreprises financières, aux entreprises du secteur de l'assurance, mais la protection des renseignements personnels est un maillon important de cette chaîne-là, j'imagine? Tout à fait, oui. On couvre, c'est vrai, c'est un bon point que j'ai oublié de mentionner, toutes les entreprises financières, donc coop, assureurs, sociétés de fiducie, sociétés d'épargne, qui opèrent au Québec, tout ce qui opère au Québec, toutes chartes confondues, et est soumis, entre guillemets, à l'autorité de l'autorité, donc à l'encadrement de l'autorité. Et la sécurité de l'information, vous avez un très bon point, c'est majeur. C'est majeur parce en ces matières-là, on va dire à l'institution, bon, assure-toi d'avoir une bonne politique en place, assure-toi, évidemment, on parle de disponibilité, intégrité, confidentialité des données, mais assure-toi aussi, et je pense qu'a priori, souvent je dis dans le risque opérationnel, le maillon faible, c'est l'humain. Là. C'est l'humain qui est derrière son clavier, c'est l'humain qui est derrière sa tablette, son téléphone, peu importe. C'est vraiment le maillon faible. Donc, assure-toi de faire de la formation, assure-toi qu'il soit bien conscientisé au risque, qu'il soit bien formé, bien entraîné, évidemment. Et ça, c'est au sein des institutions, mais je dirais que c'est partout aussi dans la société. Mais au sein des institutions, mais à tous les niveaux. Parce que souvent, on dit, bon, ça va, la haute direction, ils sont déjà au fait de ça, ou on va former uniquement les gens qui sont dans le département TI, là, dans le 3e sous-sol. Ça devrait aller. Ils vont nous mettre des pare-feux, on va changer nos mots de passe, ça va bien aller. Mais je caricature, évidemment, mais donc cette formation-là et cette conscientisation-là est hyper importante. Elle doit être faite vraiment au sein de toutes les institutions. Puis, on insiste beaucoup aussi sur ce qu'on appelle, dans le milieu financier, on parle de littératie financière. Et nous, on dit, bien, augmentons notre littératie numérique. Soyons beaucoup plus au fait, soyons connaissants. On ne deviendra pas tous des experts TI demain matin, là. Mais c'est important que et même les dirigeants, les membres de conseil d'administration, la haute direction des institutions soient au fait. On ne demande pas encore là, une fois, des experts TI sur les conseils d'administration, ce n'est pas le but. Mais on a besoin d'avoir des gens qui sont allumés, je dirais, des gens qui vont être capables de challenger, si vous me passez l'expression anglophone, mais qui vont être capables de venir faire un poids contre poids des projets qu'on va leur présenter, puis qui soient capables de voir le bénéfice, les risques, les enjeux,
Mais effectivement aussi des bénéfices parce qu'il y en a très certainement. Patrick Méville, avez-vous des questions? Au point de vue réglementaire, est-ce que ça a un impact dans vos pratiques respectives? C'est sûr qu'au niveau réglementaire, ça a des impacts. On parlait d'être derrière la vague. Nous, c'est le contraire. Notre travail, c'est d'être devant la vague. Mais je trouve ça intéressant. Puis, avant d'être chez Google, j'étais dans le financier. Donc, j'ai de l'expérience directement à travailler avec les autorités de réglementation. Puis, de trouver la bonne balance. Oui, c'est ça. On ne voulait pas entendre ce que je disais. Donc, pour reprendre, quand j'étais chez Morgan Stanley, mon rôle était d'amener la compagnie à être devant la vague et de travailler avec les autorités de réglementation qui se doivent, pour des bonnes raisons, d'être derrière la vague était quelque chose qui était complexe. Je pense que cette ouverture-là à discuter, vous parliez de digital literacy, je pense que c'est quelque chose qui est important. Nous, c'est quelque chose qu'on promouvoit beaucoup aussi, d'essayer de comprendre où sont les risques et comment est-ce qu'on peut adresser ces risques-là, et pas de voir tout ce qui est une nouvelle technologie comme un risque. Fait que je pense que cette approche-là d'encourager cette digital literacy-là, puis de comprendre ces technologies-là, c'est très, très bien, parce que c'est comme ça que la réglementation va permettre d'atteindre son objectif, c'est-à-dire de protéger les gens, mais pas de ralentir nécessairement les entreprises. Moi, de mon côté, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir le lien entre l'AMF et le gouvernement fédéral, par exemple, qui sort à l'automne dernier un règlement comme PIPEDA qui donne des amendes énormes à des compagnies si jamais ils compromettent l'information personnelle. C'est quoi le lien entre AMF et PIPEDA? Est-ce qu'il y a eu des discussions où vous êtes responsable d'appliquer ce règlement-là ou est-ce qu'il n'y a pas de communication? Pardon, la PIPEDA est au niveau fédéral. Donc, il y a une loi équivalente au niveau de la Commission d'accès à l'information sur la protection des renseignements personnels. Cette loi-là va éminemment bouger pour l'amener au même niveau que PIPEDA, notamment sur les aspects de notification d'incidents. Donc, comme on veut être prospectif et pas trop loin de la vague qui passe, on s'assure de faire les liens avec les gens qui travaillent sur les lois pour amener ces lois-là qu'elles soient le plus pérennes possible aussi, dans mesure où il y a une pérennité dans le monde TI, mais la plus actuelle aussi. Donc, très clairement, on est près de ces gens-là pour faire bouger les choses. Excellent. Merci beaucoup, Mme Sanson. Je vais donc céder le micro à M. Méville-Deschênes pour sa présentation. Je peux répondre ça? Oui, tu peux, absolument. Pour un cas vécu. Merci, Claude, pour l'introduction. Merci pour l'invitation, M. Roberge. Je suis venu vous raconter une histoire vécue. Il y a des actuaires ici. Moi, mon truc pour vous autres, le calcul, là, c'est pas si, mais c'est quand que ça va arriver. Okay? C'est sûr que ça va arriver, puis je ne suis pas capable d'aller dans le pourcentage, mais un jour, vous serez touché par une attaque cybernétique ou, dans vos compagnies, une crise. Donc, j'aime toujours dire, c'est pas si, c'est quand. Dans mon cas, ça va rester ici entre nous. J'ai été chef de sûreté mondiale pour la compagnie Rio Tinto. Donc, j'ai commencé après ma carrière militaire avec Alcan, qui a été acheté par Rio Tinto. Et toute cette belle histoire-là a quand même déjà une dizaine d'années. C'est pour ça que je me permets de pouvoir la raconter aujourd'hui, malgré qu'il y a encore des gens qui sont en prison suite à cet événement-là aujourd'hui. Mais je peux la raconter et probablement que mon histoire est très similaire à ce qui se passe encore aujourd'hui dans des grands organismes qui passent à travers une situation comme celle qu'on a vécue chez Rio Tinto. Donc, un dimanche matin, j'étais dans mon appartement en Angleterre, à Londres. Le téléphone a sonné. C'était mon responsable du bureau de Rio Tinto en Chine qui m'apprenait que les autorités chinoises étaient dans nos bureaux
à faire une fouille et à fouiller des documents, à faire une saisie, et qu'ils avaient arrêté 4 de nos employés pour 2 accusations, une accusation d'espionnage et l'autre d'accepter des pots de vin. Donc, lorsqu'on parle d'espionnage, c'est une compagnie privée, ça ne s'était jamais vu. L'espionnage, d'habitude, c'est d'un pays à un autre, ce n'est pas d'une compagnie à une autre. Donc, là, tu dis, OK, ben, je vais finir mon café, rappelle-moi dans 15 minutes parce qu'il faut que j'avise des gens. Donc, la mise en place de l'équipe de gestion de crise se fait extrêmement rapidement, la communication, mais lorsqu'on parle de résilience des affaires, les compagnies gagnantes sont celles qui ont déjà un plan. Vous devez avoir un plan, justement, c'est pas si, c'est quand. Donc, ce plan-là va vous permettre d'être prêt à réagir à une situation, de passer à travers le plus rapidement possible, puis de recommencer à faire ce que vous faites bien le plus rapidement possible, sans que cet événement-là ait un impact trop drastique sur le coût de vos actions ou la bourse ou peu importe votre investissement. Donc, là, les compagnies gagnantes sont celles qui sont bien préparées, avec des plans qui sont pratiqués annuellement. Tu ne peux pas juste écrire le plan puis le laisser là puis dire, bon, ben, parce que 3 ans plus tard, si ça arrive, ben, il n'y a personne qui sait qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, immédiatement, la mise en place d'une équipe de gestion de crise. L'équipe de gestion de crise a toujours pas mal les mêmes joueurs. Tu vas avoir un représentant légal, un représentant des communications internes, communications externes, relations avec les médias, relations avec les gouvernements. Tout ça est mis en place à ce moment-là, dans cette situation-là. On m'a demandé de prendre charge de l'équipe parce que j'avais amené cette pratique-là d'Alcan. Ils ont dit, bon, Méville, vu que tu as pensé, ben, c'est toi qui va être en charge. Souvent, ce n'est pas une bonne idée d'amener des idées. Mais je suis quand même déménagé pas en Angleterre, en Australie. On a passé 1 an en mode de gestion de crise pour gérer la réputation de Rio Tinto. Gérer la réputation, s'occuper des familles, en premier lieu, les familles de ceux qui sont arrêtés, s'occuper des employés, puis s'occuper de gérer l'image. Parce que quand ta compagnie, à tous les jours, est dans le journal à 200-300 reprises par chaque jour, qui dit corruption, etc., c'est jamais bon ni pour le moral de tes employés, ni pour la réputation, ni pour ton action. Les actions en bourse, je veux dire. Donc, dans le cas de Rio Tinto, on avait aussi des spécialistes, des enquêteurs forensiques, ce que Claude fait, ce que M. Sarrazin fait, on avait des spécialistes, mais on avait aussi une assurance qui s'appelait Kidnap and Ransom, une assurance avec Lloyd's de Londres, et ça incluait aussi la détention illégale. Donc, détention illégale nous donnait des services de gestion de crise. On avait des spécialistes 24 heures sur 24 pour nous aider à l'enquête, etc. Quelque chose qui existe maintenant aujourd'hui dans le domaine de l'assurance, en assurance cyber. Vous obtiendrez de l'aide de spécialistes, de cybercoach, etc. On pourra en parler un peu plus tard. Donc, ces spécialistes-là se rencontrent, on travaille. Et quelles sont les leçons qu'on apprend immédiatement? On dit, oh, OK, tous les mots de passe, les usernames, mots de passe de tous les employés de la compagnie ont été compromis. Là, on parle à des employés, oui, la haute direction, oui, la souris, elle bougeait toute seule, il y a des emails qui ouvraient, il y a des emails qui... Donc, complètement pénétrer nos systèmes informatiques par... on va parler d'un compétiteur qui était le pays de la Chine, parce qu'à ce moment-là, Rio Tinto vendait pour des milliards de dollars de fer pour nourrir la machine économique de la Chine qui est en train de bâtir dans les années, fin des années 2008, 2007, 2008, 2009. Donc, ce que nous autres, on pouvait faire en tant que compagnie, changer le prix d'$1 de la tonne, avait un résultat direct sur l'économie de la Chine. Quand tu es dans une position où tu peux avoir un impact sur l'économie d'un pays comme la Chine, tu es certain que tu vas être une cible de cyberespionnage. On s'apprêtait le lendemain matin de ce dimanche 5 juillet-là à annuler des contrats à long terme qu'on avait avec les compagnies chinoises et commencer à faire de la vente, ce qu'on appelait du spot price à tous les jours. Donc, cette arrestation-là nous a empêchés de changer notre façon de faire, mais a sauvé des milliards de dollars à la Chine. Donc, on sait déjà qu'il connaissait notre plan de match. C'est comme jouer aux cartes avec le miroir derrière toi. Donc, ça, on savait ça. Donc, on a appris ça tout au cours de l'enquête. On a dû faire affaire à des
des services de renseignement domestiques, on parle américain, britannique, australien, qui nous ont aidés parce que c'est trop gros. Là, quand tu fais affaire à un gouvernement chinois qui a une armée de presque 400 000 personnes qui font que ça de l'espionnage industriel, c'est assez difficile de gérer une situation comme ça. Ça, on a appris ça, donc on est allé chercher de l'aide. On a investi des millions et des millions de dollars dans l'infrastructure de sécurité de la compagnie pour améliorer cette sécurité-là. Je pense qu'on en est venu à bout. Les autres leçons, rapidement, qu'on a tirées de cet événement-là, c'est que chaque compagnie, puis là, je sors un peu de la cyber, mais je parle un peu de gouvernance. Une compagnie se doit d'avoir un système de dénonciation à l'interne, un bon système de dénonciation qui permet aux employés de communiquer lorsqu'ils voient quelque chose qui peut-être qui semble pas correct. Tu sais, si ça a la couleur d'une rose, ça sent la rose, c'est probablement une rose. Donc, prends le téléphone, appelle, garde l'anonymat, il n'y a pas de problème. Vous faites gérer ça par une firme externe, mais ça, c'est important. On parlera peut-être tantôt de la menace interne. Il y a rarement un incident qui va arriver que quelqu'un ne s'est pas déjà aperçu de quelque chose avant, puis qui aurait pu le rapporter. Maintenant, un code d'éthique bien compris, un code d'éthique signé, compris par les employés, c'est aussi essentiel pour tout le monde, ce fameux code d'éthique-là. Les décisions financières, le bon vieux truc de comptabilité, de ségrégation des responsabilités, tu ne peux pas laisser la décision financière à un petit groupe. Dans ce cas-là, c'est les personnes qui ont été arrêtées, avaient des décisions, pouvaient prendre des décisions, ils en ont prises, mais en leur faveur et non pas en faveur de la compagnie. Donc, oui, ils ont été trouvés coupables de pots de vin. Il y en a 3 sur les 4 qui sont encore en prison aujourd'hui. Donc, l'autre, le dernier message que je vous dirais, c'est d'être extrêmement prudent en tant que compagnie de qu'est-ce que tu vas dire immédiatement au début d'une situation. Qu'est-ce que tu vas annoncer au public? Qu'est-ce que tu vas dire publiquement? Garde-toi une petite gêne parce que tu peux être surpris au courant de l'enquête. Ce que tu penses au jour 1, on a utilisé un outil qui était extrêmement spécial, utile pour nous. On a fait du brainstorming de scénarios. Qu'est-ce qui pourrait être la situation qui s'est passée en essayant de... Puis là, nous-mêmes, on s'est dit, peut-être que les employés ont fait quelque chose de pas correct. Mais notre première position chez Rio Tinto, c'était de dire, c'est impossible, nos employés n'ont rien fait de mal. Et c'est les Chinois qui sont après nous. Bon, on a souffert un peu de ce qu'on appelle de groupthink, puis il a fallu changer notre fusil d'épaule un peu plus tard. Donc, soyez prudents à ce que vous êtes au départ, collaborez avec les enquêtes, avec les enquêteurs, mais d'être très prudent à sauter aux conclusions, parce que quand ça commence, tu sais quand est-ce que ça commence, tu ne sais pas quand est-ce que ça finit, puis il faut s'ajuster à mesure. Donc, c'est ma petite histoire que je voulais vous raconter cet après-midi. Merci. Bien, c'est sûr qu'il y a une portion importante des risques dans l'ensemble des entreprises qui est le risque interne. Bon. Écoutez, la statistique au Québec, c'est qu'un employé sur 3 nous vole. C'est la statistique. Fait que donc, à partir de ce moment-là, maintenant, il faut voir qu'est-ce qui nous vole. Est-ce qu'il nous vole du temps? Est-ce qu'il nous vole du matériel scolaire? Est-ce qu'il nous vole de l'argent, du fuel, des faux comptes de dépenses? Il y a une multitude de façons par lesquelles on peut frauder son employeur ou on peut voler son employeur. Et la menace interne, au point de vue des systèmes informatiques, c'est 13 FTK, là. Méville, commentaires? Oui, absolument. M'entendez? Oh, mon Dieu, OK. OK, là, ça marche. Là, ça marche. Et c'est souvent pas ce qu'on pense que c'est. L'employé, dans mon passé, j'ai une formation d'enquêteur de fraude, Certified Fraud Examiner. Bon, les employés, il y a des façons de détecter l'employé qui et vous ne serez pas surpris, c'est souvent ceux qui travaillent de longues heures, qui sont là jusqu'à 9 heures le soir, sont là la fin de semaine. Ils ne prennent pas de vacances, sont stressés. Vous allez peut-être vous en apercevoir quand ils vont partir en burn-out, parce que là, vous allez voir que
quel dommage ils ont fait, parce qu'ils sont là, pas parce qu'ils travaillent pour la compagnie, mais ils travaillent pour eux, puis ils veulent pas se faire pogner. Fait que c'est des signes, il y a des façons, puis c'est pour ça que j'amène ça tantôt avec la fameuse façon de dénoncer. Souvent, il y a quelqu'un qui va s'apercevoir. Il y a un collègue, il y a quelqu'un qui va se douter. Puis on doit mettre en place des façons, des lignes de dénonciation qui vont garantir l'anonymité de ceux qui vont téléphoner. Mais absolument, la menace, pour moi, elle est aussi importante à l'interne qu'elle peut l'être de l'externe. Absolument. Hélène? Cette fois-ci. Donc, c'est d'excellents points. Je trouve que ce cas vécu-là donne encore plus de poids à ce qu'on a mis, nous, comme encadrement, à nos aspects que j'appelle théoriques un peu, là. Parce qu'on dit à l'institution, prépare-toi, c'est pas au moment où, la journée où il y aura une crise, que là, tu vas sortir ton binder et tu vas dire, OK, on fait quoi? On fait quoi? Mais tout ça se prépare en amont, tout ça, et il doit y avoir des ententes de signer avec certaines firmes, il doit y avoir vraiment une préparation, qui je vais notifier, comment je vais communiquer, et sur une multitude de scénarios, évidemment, parce que faut se stresser, je dirais, de façon sérieuse, importante. Donc, voir une multitude de scénarios, et dans tous les scénarios, puis dans la multitude de scénarios qu'on fera, peut-être que ça en sera un autre, qu'on n'aura pas prévu, mais quand même. Je pense que la clé est vraiment dans la préparation, très, très, très clairement. Exactement. Là, on tombe en résilience d'affaires, en gestion de crise. Chaque compagnie, normalement, a son registre de risque et va comprendre ses 10 plus grands risques. C'est quoi les 10 choses les pires qui vont nous arriver? Et avec ces 10 scénarios-là, tu dois avoir des mesures d'atténuation, des plans en place au cas où cette situation-là, si c'est un barrage, et quand est-ce que le barrage va sauter, il faut que tu te prépares pour ça. Ton train, si c'est un train, quand est-ce qu'il va dérailler? Puis s'il va dérailler, j'appelle qui, je fais quoi? Peu importe ce qu'on fait. Peu importe ce qu'on fait, les risques sont là. C'est quoi nos systèmes essentiels qu'on ne peut pas se permettre de perdre? Et tu dis, bon, ben, si je les perds, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'intéressant aussi, ce qui a été dit, c'est que c'est pas une question de si ça va arriver, mais c'est une question de quand la crise va arriver. Quelque chose qui est important de garder en tête en cybersécurité, c'est que c'est important d'avoir les mécanismes en place pour savoir que la crise est arrivée. Un gros problème qu'on voit, c'est qu'il va se passer plusieurs mois entre le moment où la crise s'est vraiment produite puis le moment où est-ce qu'on se rend compte de la crise. Et c'est durant ces mois-là qu'il y a énormément de dommages qui est fait. Donc, de garder en tête, on met souvent beaucoup de focus sur des contrôles qui vont être préventifs, essayer d'empêcher ces crises-là d'arriver. C'est important, je ne dis pas qu'il faut laisser la porte débarrée, mais de mettre en place des contrôles qui vont nous permettre de détecter et de mettre beaucoup plus d'emphase que ce qui est mis dans la majorité des organisations pour détecter ces contrôles-là. C'est quelque chose qui est critique parce qu'on veut minimiser le temps qui se produit entre le moment où cette crise-là va arriver et puis le moment où est-ce qu'il va falloir mettre en place, où on va mettre en place notre équipe de gestion de crise. Parce que tant que l'équipe de gestion de crise ne sait pas qu'il se passe quelque chose, on perd énormément de dommages. Oui, et souvent, dans ces cas-là, ce qui se produit au point de vue de la gestion de crise, il y a deux façons de penser qui vont s'affronter dans les organisations. Si on veut restaurer les opérations le plus rapidement possible. Ce faisant, on risque d'oblitérer la preuve de ce qui est arrivé. Et ça, c'est mortel. C'est très important. Si vous parlez d'assurance, si vous parlez de quoi que ce soit, il faut s'assurer que l'assureur ne vous couvre pas tout simplement pour réhabiliter vos systèmes, parce que sinon, ils vont passer directement sur la preuve. Et là, à ce moment-là, les recours potentiels que vous pourriez avoir contre des individus ou d'autres organisations, là, parce que détrompez-vous, il y a des compétiteurs, d'un fois, qui peuvent être tentés d'utiliser des méthodes un peu agressives. Fait il y a des recours qui sont possibles là-dedans. Il y a des remèdes en matière civile, il y a des remèdes en matière criminelle. Maintenant, il faut pouvoir récupérer cette preuve-là et l'utiliser et pas l'oblitérer. D'ailleurs, en matière d'assurance,
sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est l'aspect que je vois le plus souvent. Là. Dans des gestions de crise, l'affrontement qui va se faire, ça va être vraiment à ce niveau-là. Fait que donc, pensez-y bien. Là, l'assurance, je sais qu'on a une audience ici aujourd'hui qui est intéressée à l'aspect d'assurance financière. Je travaille depuis une couple d'années avec une compagnie d'assurance où on développe un programme de cyberassurance pour les entreprises, les PME. Et le programme vise surtout, l'assurance vise surtout à accompagner l'entreprise tout au long du trajet, avant, pendant et après. J'ai parlé à notre invité d'honneur ce midi. Il a mis, lui, la cyberassurance dans ses risques. Et je lui ai proposé que la cyberassurance est aussi une aussi grosse opportunité qu'elle peut être un risque au niveau cyber. Les compagnies d'assurance doivent le comprendre parce que je ne veux pas que vous deveniez les pages jaunes des années 2010, là, des pages jaunes qui ont disparu parce que le monde va sur Internet maintenant au lieu de regarder les pages jaunes. Ça fait que si tu ne vends pas une cyberassurance aux clients, moi, dans 5 ans, là, personnellement, les assureurs ici, là, je veux, aux États-Unis, ça se vend déjà, je veux une assurance pour protéger mon information personnelle à moi, ma conjointe, mes enfants, parce que je vais contrôler ma maison, ce qu'on appelle l'Internet of Things. Là. Je vais être connecté. Moi, je suis une machine d'information, puis je vais vouloir me protéger. Je veux même plus d'assurance maison. Je veux une assurance pour mon information personnelle. C'est déjà sur le marché, là? C'est sur le marché, oui. Ça commence. Ouais, aux États-Unis surtout, là, mais ça commence. Donc, pour ce qui est des services aux PME pour la cyberassurance, un peu comme j'ai dit là, dans le cas de Rio Tinto, c'était une assurance kidnapping. On obtenait des services d'urgence, de gestion de crise. En cyber, la première chose qu'ils vont te donner, c'est un cybercoach, un avocat. C'est la première chose qui va arriver dans le dossier. C'est lui, là, ou elle. Il y en a 4 ou 5, puis ils sont habitués de le faire. Ils vont aviser la PME. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois absolument rapporter? Qu'est-ce que tu dois dire parce que tu dois aviser l'information que tu as perdue à des individus ou les clients. Qu'est-ce que tu dois faire au niveau régulation? Ensuite, il y a aussi toute la partie gestion de crise, les médias, la partie cyber. Tout ça vient ensemble au niveau de l'accompagnement. Puis honnêtement, là, je ne suis pas encore un vendeur d'assurance. Je suis encore un spécialiste en sécurité. Mais l'idée, c'est de combiner l'assurance avec une technologie de protection aussi. C'est que tu vas obtenir, c'est un peu l'analogie là, d'une assurance maison avec un système d'alarme. Tu sais, ça te prendrait un système d'alarme. Tu as une assurance auto, ça te prendrait un antidémarreur, là. Mais l'assurance cyber devrait venir aussi avec une série de protections pour pouvoir protéger les entreprises en même temps. Merci. On va donc enchaîner avec M. Lécuyer. Patrick? Oui. Donc, moi, je voulais parler aussi d'une histoire, mais légèrement différente comme approche. Donc, comme je disais tantôt quand on m'a introduit, avant de me joindre à Google, j'ai travaillé pendant 3 ans chez Morgan Stanley. J'étais responsable de l'architecture sécurité infonuagique pour Morgan Stanley. Et je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire le cloud, l'infonuagique dans le domaine de la cybersécurité, spécifiquement dans le financier. Parce que moi, quand j'ai commencé ce rôle-là, ça fait presque 6 ans de ça chez Morgan Stanley, c'était très... Ça commençait le cloud, c'était très naissant comme technologie. Le mandat qui a été donné à mon équipe, c'était de permettre à l'entreprise d'aller dans le cloud. Mon but, c'était pas... Souvent, les équipes de sécurité vont être mis comme des freins. Le but de mon équipe, même si on était à l'intérieur de l'équipe de sécurité et on se rapportait au Chief Risk Officer, on était vraiment du côté risque, c'était si on veut survivre comme entreprise. Morgan Stanley est une grosse banque d'investissement, mais ça reste la plus petite des grandes banques d'investissement. Donc, comme beaucoup d'entreprises, c'est quelque chose où plusieurs personnes doivent être en mesure de se rapprocher de ça. Il faut innover si on veut rester compétitif. Si on n'innove pas, les plus grosses banques d'investissement vont seulement prendre notre marché. Donc, il y avait une grosse volonté de se développer à travers la technologie. Puis, pour ça, on ne pouvait pas continuer de grossir, on ne pouvait pas continuer de faire des TI comme on le faisait classiquement, pour un paquet de raisons. Donc, mon rôle a été de prendre puis de dire, OK,
Nouvelle chose, le cloud, on perd un petit peu de contrôle. Je ne suis pas capable d'aller toucher puis de voir mes serveurs. Je ne suis pas capable de prendre le disque où sont les données puis de l'envoyer. Mais on veut s'en aller dans cette direction-là. On a besoin de ce niveau de performance, ce niveau de scale-là. On a besoin de l'infrastructure. Donc, comment est-ce qu'en tant qu'institution financière, on peut s'en aller dans cette direction-là? Et au final, peut-être que ce n'est pas la direction qu'on veut aller, mais on veut être sûr d'être allé au bout, puis d'être parti avec une approche positive de voir est-ce qu'on peut le faire arriver. C'était un mandat qui était vraiment intéressant pour moi parce que, en tant que spécialiste, j'ai fait de la consultation en cybersécurité longtemps, on a tendance à énormément voir le risque. On disait, puis vous disiez la même chose tantôt, c'est la même chose réglementaire qu'au niveau de la cybersécurité, on voit des risques partout. Il faut finir par faire l'équilibre de qu'est-ce qui est de la paranoïa puis qu'est-ce qui est vraiment des risques. Mais d'aller puis d'essayer d'amener une banque qui a énormément de données personnelles, énormément de données financières, évidemment, on fait de la banque d'investissement, d'amener ça à laisser passer un petit peu du contrôle qu'on avait classiquement. C'est un mandat qui est intéressant. Ça demandait de changer un petit peu le mindset. Ce qu'on a puis... On va passer sans tomber dans le détail de tout ce qui a été fait, mais quand on s'est mis à regarder ces solutions-là, on s'est mis à se rendre compte qu'il y avait peut-être que non seulement est-ce que c'était quelque chose qu'on voulait potentiellement faire pour les raisons technologiques, il y avait peut-être des raisons de cybersécurité pourquoi est-ce qu'on voulait aussi s'en aller vers des solutions nuagiques. Puis ça, c'est un résultat auquel on ne s'attendait pas. On s'attendait à avoir besoin de construire une structure extrêmement complexe, à se mettre une tonne de contrôle pour potentiellement être capable d'ouvrir un peu la porte parce qu'il y aurait seulement des risques partout. Ce qu'on a réalisé en regardant les solutions, c'est qu'il y avait peut-être, oui, il y avait des risques. Oui, je ne vous dis pas que c'est la magie et que ça règle tous les problèmes. Qui que ce soit qui essaie de vous vendre une solution qui règle tous vos problèmes de cybersécurité et vous ment. Il n'existe pas de solution qui fait disparaître tous vos risques magiquement. Mais qu'il y avait peut-être un moyen d'utiliser ces technologies-là pour refocuser la manière qu'on faisait la sécurité, puis de focuser sur ce qui était important pour nous, puis où est-ce qu'on avait une compétence, puis laisser certaines portions à d'autres entreprises où eux avaient une compétence. Et c'était intéressant de passer à travers ce processus-là. Donc, ce qu'on a vu, évidemment, en tant qu'entreprise financière, on a une très bonne compréhension de nos données. Un risque qui était très important, puis vous l'avez mentionné tantôt, c'était le risque interne. Et on avait énormément de contrôle à l'interne pour essayer de détecter ce risque interne-là. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de l'éliminer à 100%, mais ça veut dire qu'on a quand même une compétence pour le faire. Nous aussi, je venais de rentrer chez Morgan Stanley, puis on a eu une histoire similaire à la vôtre. Nous, on a vu un matin dans le Wall Street Journal que les informations personnelles de nos 1000 plus gros clients s'étaient retrouvées sur Pastebin, donc c'était public à tout le monde. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé ce cas-là? Ça a été quelqu'un à l'interne. Ça a été une personne qui avait accès à cette information-là, qui a tout simplement vendu cette information-là. Suite à cet événement-là, on avait développé énormément de contrôles pour tenter de se protéger contre ça. On contrôlait, puis on se développait une compétence au niveau de détecter ce type de choses-là. On s'est rendu compte, par contre, à travers d'autres incidents que je ne peux pas nécessairement parler en détail, qu'il y avait certains autres éléments où est-ce qu'on n'avait pas énormément de compétences au niveau de cybersécurité. Puis on n'avait pas de compétences seulement parce qu'on n'avait pas les moyens d'investir là-dessus. Vous disiez tantôt en introduction que les personnes qui tentent de nous frauder, c'est des personnes très créatives. Puis ça, on le voit. Aussitôt qu'on est en cybersécurité, on le voit. Peu importe les contrôles qu'on va tenter de mettre en place, la première chose qu'on sait, c'est qu'il y a quelqu'un qui va avoir trouvé une façon de le contrôler, de le contourner. De rester à l'affût puis de se protéger d'un point de vue technique contre des acteurs qui sont soit très créatifs ou des acteurs, dans certains cas, qui ont énormément de ressources. On a parlé des gouvernements, dans certains cas, qui vont nous attaquer. C'est extrêmement complexe, extrêmement coûteux. Et quand on s'est mis à comparer ces risques-là, donc des risques qu'on connaît, qu'on comprend bien, risques internes, risques au niveau de la classification des données, comment est-ce qu'on fait de l'encryption, certaines choses, versus des risques plus technologiques. Donc, comment est-ce que je m'assure qu'il n'y a pas un zero day demain matin qui fait que le gouvernement chinois est capable de prendre contrôle ou que quelqu'un se fait ficher,
On a du contrôle contre le phishing, on met des contrôles en place. Mais la réalité, c'est que peu importe ce qu'on va faire contre le phishing, un phishing assez ciblé, on peut faire du training, on peut faire de la sensibilisation. Si quelqu'un essaie de vous ficher puis c'est assez ciblé à une personne en particulier, il n'y a aucun moyen que qui que ce soit d'entre nous le détecte. Je ne le détecterai pas moi non plus si c'était ciblé à moi, j'en suis convaincu. Donc, ce type de contrôle technologique-là, on s'est rendu compte que si on laissait tomber notre contrôle là-dessus, puis qu'on prenait avantage de des compagnies externes qui avaient peut-être une bonne connaissance là-dessus, il y avait peut-être plus de ressources pour se permettre de s'attaquer à ces problèmes-là. Et c'est là qu'on a commencé à regarder comment est-ce que les fournisseurs infonuagiques faisaient leur sécurité. Pour cette sécurité-là, très de base, encore une fois, la portion très technologique, puis la portion très physique, que nous, en tant que banque, on n'avait pas énormément de compétences. Et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de très bonnes choses qui se font de ce côté-là. Maintenant, après Morgan Stanley, je suis rendu chez Google, donc je vais vous parler de Google. Chez Google, on a une équipe de plusieurs milliers de personnes qui s'occupent à faire seulement de la recherche en sécurité. On a un groupe à Montréal qui en fait au niveau de l'analyse des malwares. On a un groupe à Zurich qui en fait au niveau de prévenir les Zero Days, ça s'appelle Project Zero, beaucoup de découvertes proactives de vulnérabilité. On a cette infrastructure-là qu'on doit mettre en place parce qu'on est une entreprise qui est sous attaque permanente. Il n'y a pas une minute dans la journée où il n'y a pas des quantités massives d'attaques qui sont envoyées vers Google. C'est aucun moment dans la journée où est-ce que ça arrive. Donc, étant donné qu'on est dans cette situation-là, qu'on a cette visibilité-là, on n'a pas le choix de développer ces capacités-là en tant qu'entreprise comme Google. Ce qui est intéressant du modèle nuagique, c'est qu'on peut prendre ces compétences-là que Google a et vous les rendre disponibles. Ça vous permet de ne pas avoir besoin de focusser là-dessus. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je ne vous dis pas qu'on règle tous vos problèmes, vous n'avez plus besoin de vous soucier de sécurité. Mais ça veut dire que pour une portion des responsabilités de sécurité, puis une portion qui peut être très, très, très coûteuse, les entreprises nuagiques peuvent vous permettre de vous délaisser ça. Ils vont prendre ce risque-là pour vous. On pourrait parler longtemps de comment s'assurer qu'ils prennent bien le risque. Il y a des côtés légaux à ça. Il faut s'assurer que les responsabilités soient bien claires des deux côtés. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais la réalité, c'est que la base technologique est là. Ce que ça vous permet de faire, c'est que ça vous permet de focusser sur les risques qui sont propres à vous. Le risque de se faire attaquer par un gouvernement étranger ou par un acteur qui est très évolué ou qui est très créatif, c'est un risque qui est le même pour toutes les entreprises. Un fournisseur nuagique est extrêmement bien placé pour vous protéger contre le risque qui est commun à tout le monde. Ce fournisseur-là est moins propre pour vous protéger contre les risques qui sont propres à vous, mais ces risques-là, vous les connaissez, vous avez une compétence pour vous protéger contre ces risques-là. M. Saint-Gelais disait tantôt dans sa conférence qu'un des risques qu'on a, un des problèmes qu'on a principalement au Québec, c'est le sous-investissement en TI. Non seulement est-ce qu'il y a un sous-investissement en TI, mais il y a de l'investissement TI qui se fait au mauvais endroit. Si vous prenez cet investissement-là en TI et que vous essayez de reproduire tout ce que le fournisseur nuagique peut vous offrir d'un point de vue sécurité, encore une fois, la base technologique, sécurité physique dans vos centres de données, s'assurer que les systèmes d'exploitation sont protégés, sécurité réseau, vous protéger contre les DDoS, ce type de choses-là, vous allez passer une bonne portion de votre budget à réinventer quelque chose que chaque entreprise sont en train de réinventer, avec leur petite saveur à gauche, à droite, mais fondamentalement, mettre en place la même chose, alors qu'on peut bénéficier dans le nuagique de cette couche-là. Vous pourriez prendre cet investissement-là puis le focusser sur les risques qui vous sont propres. Donc, comment est-ce que l'information est utilisée dans votre entreprise? Mettre en place des contrôles détectifs. Je parlais de contrôles détectifs tantôt. Il y en a qui sont au niveau de l'infrastructure, mais il y en a qui sont au niveau de vos données. Mettre en place peut-être de l'intelligence artificielle pour détecter les patterns qui peuvent des fois être difficiles à détecter. Il y a de l'investissement qui est beaucoup plus efficace qui peut être fait là, plutôt que de réinventer la roue puis de réinventer l'infrastructure à chaque endroit. Donc, c'est pas mal ça. J'ai pris peut-être un petit peu plus de temps que je l'aurais dû. Désolé, je parle toujours trop. Effectivement. Mais oui, voilà pour le nuagique. Merci, Patrick. Écoutez, et j'ai entendu ça tout le long des 3 conférences. C'est juste un bon point. Bon, on va déposer. Merci. Je les mets là, Audrey, pour ne pas les perdre. Il y a une chose qui ressort de tout ce qu'on a dit ici, puis qui est très révélateur et qui est probablement exactement la même chose qui se passe dans vos entreprises. Madame Sanson,
risque. Miville, risque. Patrick, risque. Tout ce qu'on parle, c'est du risque. C'est principalement le leitmotiv des gens en matière de sécurité de l'information. Votre problème, c'est en partie provient du risque, mais on l'a établi. Tout le monde est à risque. Là où on ne travaille pas suffisamment, c'est sur la menace. Quelles sont les menaces réelles, imminentes qu'il peut y avoir? On parle de tous les moyens, puis Patrick, tu as fait une bonne liste de tous les moyens qu'on peut avoir à l'interne pour sécuriser ces données. Qui est la personne? Le 13 FTK, là, c'est une vieille expression de technicien informatique, là, c'est 13 inch from the keyboard. C'est qui l'employé qui travaille là? Il y a 1 cas sur 5 qu'on enquête chez nous, c'est un technicien informatique, un chef de la sécurité informatique, un responsable, un sous-traitant en sécurité informatique qui vole de l'information. Qui sont ces gens-là? Comment on prend des ententes contractuelles avec eux? C'est là qu'on doit aller également. Pas juste du côté du risque informatique, mais dans l'ensemble des processus. Messieurs, un commentaire, madame, pour commencer, un commentaire? Je voulais rebondir un petit peu sur l'aspect cloud, que je trouve intéressant parce qu'effectivement, ça peut être une solution, je dirais, à moindre coût. Ça peut être une solution beaucoup plus agile. On s'entend que c'est décentralisé. Donc, si au moment où il arrive un incident, la relève et la résilience est plus rapide, plus facile. Mais, pour nous, ça demeure de l'impartition. Et quand on dit impartition de service, on dit que l'institution demeure de toute façon ultimement responsable. Donc, oui, le cloud, mais je dirais pas à tout prix. Je pense qu'encore une fois, les institutions doivent bien mesurer leurs risques, ils doivent s'assurer d'être tout à fait conscientes dans quoi ils s'embarquent. Qu'est-ce qu'ils envoient comme données dans le cloud? Est-ce qu'ils envoient de la donnée critique? Est-ce qu'ils envoient de la donnée un peu moins critique? Comment on gère tout ça? Comment on s'assure que la journée où il arrivera un pépin et qu'on est ultimement responsable, on réagit comment? Donc, il y a un aspect, encore une fois, je dirais, de compétence TI, de littératie numérique. Je reviens avec cette expression-là, qui est hyper importante. Ça ne doit pas être fait à l'aveugle, ça doit être fait en toute connaissance de cause. Et effectivement, ça peut être une très bonne solution. Tout comme la cyberassurance, c'est exactement le même rationnel. Donc, parce que souvent, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des cyberassurances qui sont vendues prétextant couvrir le monde entier, alors qu'au moment où on vient pour réclamer cette assurance-là, ça ne couvre pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc, il faut bien connaître, il faut que les institutions connaissent très, très bien dans quoi ils s'embarquent. Et ils doivent faire une analyse très exhaustive du risque. Puis ultimement, bien, on demande aux gens de la haute direction et ultimement, encore une fois, au conseil d'administration de bien comprendre et d'être capable de challenger ces décisions-là qui sont prises en toute connaissance de cause. Absolument. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de dire que Morgan Stanley n'avait pas les moyens d'investir. Fait que si Morgan Stanley n'a pas les moyens d'investir, on s'imagine les PME, certains d'entre eux, tu sais, qui a son serveur dans son garde-robe, puis qui fait affaire avec un sous-traitant TI, mom and pops, dans le coin de la rue, regarde. C'est sûr que la solution, tant qu'à avoir ton serveur dans le garde-robe, c'est aussi bien de l'envoyer sur le cloud, dans le nuage, puis avoir une certaine protection. Mais une chose est importante, c'est pas 100% de l'information que tu produis, que tu gères, qui est classifiée puis qui a besoin d'être protégée. Si tu pars avec ça, puis on revient encore avec la fameuse analyse de risque, c'est quoi l'information que tu traites que tu ne peux pas te permettre de perdre? C'est quoi les systèmes que tu ne peux pas te permettre de perdre? Puis je vous dirais, là, c'est à peu près 10%. 10% de ce que tu gères comme data vaut la peine d'être protégé et doit être protégé. Fait que prends ton argent, puis dépense-le sur le 10%. Essaye pas de protéger 100% de l'information, on ne réussira pas. Fait que déjà en partant, en faisant un bon petit ménage dans ce que tu dois absolument protéger, formation personnelle, la propriété intellectuelle, les plans stratégiques, les plans quinquennales, ces choses-là, là,
ça vaut à peine les protéger. Le reste, tu te gardes, advienne que pourra. Merci, Miville. Patrick, le mot de la fin? Le mot de la fin. Je pense que quelque chose qui est intéressant de dire, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de risques, mais les menaces, c'est très important. C'est vrai que c'est... Et souvent, on a tendance à les oublier. On focus beaucoup sur le risque. On fait énormément d'analyses de risque, mais une analyse de risque, si on ne comprend pas les menaces, puis si on ne comprend pas c'est quoi les méthodes que ces risques-là vont arriver, c'est extrêmement compliqué. C'est pas très efficace. Donc, assurez-vous quand vous prenez vos décisions. Puis je suis d'accord, il ne faut pas faire les choses... je parlais de nuagique, c'est un petit peu mon travail de parler de nuagique aussi. Il ne faut pas y aller à l'aveugle. Moi, j'ai passé 2 ans et demi, 3 ans chez Morgan Stanley, puis ça a pris 2 ans et demi, 3 ans faire cette analyse-là, savoir si c'était la bonne solution. Il faut garder les choses. L'important, j'ai beaucoup aimé le côté literacy qu'on a dit tantôt. L'important, c'est de comprendre les décisions qu'on prend en cybersécurité et de s'entourer des gens qui peuvent nous aider à les comprendre parce que le domaine évolue extrêmement rapidement. Donc, assurez-vous de focusser sur les bonnes menaces. Je dis souvent à mes clients qui ont tendance à blinder la porte mais laisser une fenêtre ouverte, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Assurez-vous de bien comprendre ces menaces-là. Peut-être que la fenêtre, c'est une plus grosse menace, on peut arrêter de mettre de l'argent sur la porte, là, ça va être correct. Assurez-vous de bien les comprendre, assurez-vous de bien faire ces analyses-là, puis trouver les bonnes solutions. Encore une fois, en focusant sur vos compétences, puis n'en ayant pas peur de prendre avantage des compétences des autres. Souvent, les gens vont penser qu'ils ont toutes les compétences à l'interne. C'est pas vrai, c'est bien de séparer ces responsabilités-là. On reste responsable au final, mais quand même, la responsabilité des contrôles peut être séparée. Effectivement. Écoutez, gardez en tête un principe de base. La confiance oblige seulement celui qui la donne. On ne vous vole pas votre confiance, vous la donnez. Donc, il faut se questionner à chaque étape en matière de sécurité et de cybersécurité particulièrement. Mais gardez l'esprit ouvert, puis il ne faut pas trop focusser seulement sur la petite machine qui est devant nous. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a été intéressant pour vous et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous voir ici. Je vois beaucoup d'étudiants aussi que je connais de l'Université Laval, puis ça me fait plaisir de vous voir. Je suis heureux que vous veniez au Cercle de la Finance, ils sont très ouverts, puis c'est une belle opportunité de rencontrer beaucoup de professionnels du milieu. Je tenais à me remercier M. Claude Sarrazin, qui était notre animateur aujourd'hui. Ça a été très intéressant. M. Patrick Lécuyer, qui nous a parlé aussi de la cybersécurité. M. Miville Deschênes aussi et Mme Hélène Sanson. Moi, ça m'en a appris beaucoup. Ça m'a fait penser à une petite histoire que j'ai lue il y a quelques temps. C'est sur le plus grand informant de la CIA durant la Deuxième Guerre mondiale. Le plus grand informant de la CIA, c'était AIG, qui est une compagnie d'assurance. Toutes les positions stratégiques qu'il y avait dans l'Asie, AIG avait de l'information dessus. Qu'on le voit, c'est très important en assurance quand même, toute l'information pour la protection de ça. Je suis heureux qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'en entendre plus là-dessus, puis les solutions aussi à travers le cloud. Fait que, merci beaucoup. Je vous demanderai aussi de rester. Il va y avoir le Finance Lab qui suit tout de suite ici, puis on va avoir l'occasion d'avoir la présentation des étudiants qui ont réussi dans le concours. Merci beaucoup.